C'est le grand absent de la mobilisation des Gilets jaunes, le travail. Les revendications portent pour l'essentiel sur la question du pouvoir d'achat, la pression fiscale, le niveau des rémunérations, mais très peu sur la nature même du travail. Ce qui est assez étrange dans la mesure où les manifestants se recrutent, c'est ce que disent les premières études sociologiques, dans le milieu notamment des ouvriers et des employés. Or, le monde du travail va mal. Là encore, de nombreuses études alimentent ce constat, celui d'une perte de sens, d'un manque de considération, d'une insatisfaction généralisée. Fin novembre, l'Institut Sapiens publiait une étude sur le coût caché de l'absentéisme au travail et désignait un responsable pour expliquer la hausse de ce phénomène, le mauvais management dans les entreprises, qu'elles soient privées d'ailleurs ou publiques. Or dès lors, il était tentant de tenter une hypothèse, une de plus, s'agissant des Gilets jaunes, à savoir se demander s'il peut y avoir une corrélation ou à défaut des points communs entre ces deux crises, celle du monde du travail et celle qui s'exprime dans la rue aujourd'hui. Alors, malaise social, un problème de management. C'est la question que nous allons poser ce soir à trois invités. Laurent Capelletti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes titulaire de la chaire Comptabilité, Contrôle de Gestion. Vous êtes directeur à l'ISEOR, Institut de Socio-Économie des entreprises et des organisations, et membre de l'Institut Sapiens. Vous êtes le co-auteur de cette étude dont je rappelle le titre, Le coût caché de l'absentéisme au travail. Vous l'avez publié le 21 novembre dernier. Donc avec le professeur Saval, notre co-auteur. Voilà, il faut toujours citer son co-auteur. Jean-François Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Sociologue du travail, vous êtes professeur à l'école de management de l'Université Paris 1. Vous dirigez le CERGORS, Centre d'études et de recherche sur la gestion des organisations et des relations sociales. En 2013, aux éditions du Seuil, vous avez publié DRH, le livre noir. Et puis notre troisième invitée, elle est en duplex des studios de France Bleu Touraine à Tours. Il s'agit de Lise Guignard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychanalyste, chercheuse en psychologie du travail. Vous avez publié en 2015 aux éditions Dune, Chronique du travail aliéné, une série de chroniques justement réalisées à partir d'entretiens individuels avec des salariés. Alors quand on a préparé l'émission, qu'on a un petit peu discuté avec vous, Lise Guignard, vous nous avez signalé une vidéo, un petit son qu'a réalisé une de vos amies à vous dans le Val-de-Loire sur un rond-point qui était tenu par des Gilets jaunes. Et je voudrais, avant d'entamer la discussion, faire écouter un court extrait justement de cet enregistrement où cette personne que vous connaissez, donc Lise Guignard, demande aux Gilets jaunes quelle est leur profession. Écoutez ce qu'ils répondent. Alors, votre métier, monsieur? Cariste. Cariste. En intérim. Voilà. Numéro 2, cariste en intérieur. Oh, c'est un collègue. Agent de maîtrise à grands frais. Chauffeur de car. Oui. Vos métiers, monsieur? Oui, EDF. Agent polyvalent. Alors Lise Guignard, j'aimerais savoir pour quelles raisons vous avez jugé utile de nous signaler cet enregistrement. En quoi c'est utile de connaître les professions qui exercent les Gilets jaunes? Et question subsidiaire, moi il me semble justement que cette question du travail, elle est finalement assez peu présente dans ce qu'on entend depuis quelques semaines. Oui, en effet, c'est peu commenté, mais c'est assez ordinaire puisque le travail est toujours invisible. On est servi, on marche sur des routes entretenues sans y penser. Un couloir propre, c'est un couloir sale, ça, aussitôt on pense aux dames qui n'ont pas nettoyé. Voilà, un frigo plein, c'est un frigo vide, c'est une catastrophe. Le travail est par nature traité de manière invisible. C'est comme ça. C'est doit être pour ça d'ailleurs que le signe de ralliement est un gilet jaune, puisque le gilet jaune c'est un vêtement de travail. La plupart du temps, c'est pas seulement le gilet des bobos à vélo, c'est surtout, ça s'appelle d'ailleurs un vêtement de haute visibilité. C'est un vêtement de protection. C'est vraiment le vêtement des travailleurs qui veulent se protéger. Alors justement, c'est un mouvement aujourd'hui, même si évidemment c'est un petit peu réducteur de dire que ce serait un mouvement de travailleurs. Il n'y a pas que des travailleurs, il n'y a pas que des gens qui ont un travail, mais c'est quand même la majorité. C'est ce que relève d'ailleurs un de vos collègues sociologues, Benoît Coquart, qui lui alors a fait une petite enquête de terrain également, en disant typiquement, moi sur 80 personnes que j'ai interrogées, à 9 exceptions près, c'était des femmes employées et des hommes ouvriers. Moi, une des questions et qui justifier le fait qu'on a eu envie de faire cette émission ce soir, c'était de se dire, Laurent Capelletti, évidemment, comment se fait-il qu'un mouvement qui concerne des gens qui travaillent et qui expriment un malaise, pourquoi ce mouvement-là ne s'exprime pas d'abord dans le milieu du travail? Alors, ce que je vais vous dire s'appuie sur notre étude de 2000 entreprises, donc à la fois dans l'aspect diagnostic et ensuite dans l'aspect traitement. Et donc le constat, il y a un premier paradoxe, c'est que dans les Gilets jaunes, vous avez aussi des petits patrons et des cadres. Un des délégués Gilets jaunes est cadre commercial. Ça veut dire que cette insatisfaction sociale et économique au travail touche les salariés, mais également les managers et certains dirigeants. Alors ensuite, pourquoi choisir le cadre de l'entreprise? Justement, alors, c'est bloqué. Voilà. Donc le constat
constat général, c'est que c'est bloqué. Alors pourquoi ? Alors, bon, déjà, les mesures, l'étude que vous avez citée le montre, il y a des indicateurs d'insatisfaction sociale qui sont croissants année après année dans les grandes entreprises comme les petites, dans le secteur public, dans le secteur privé, qu'on soit à Paris ou en région. L'absentéisme, par exemple. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la rotation du personnel, les difficultés à recruter, à fidéliser, les défauts de qualité, etc. Tout ça sont des symptômes en fait d'insatisfaction sociale. Et parallèlement à ça, ça désoriente les dirigeants et les managers aussi, qui eux sont confrontés, disent-ils, donc à la mondialisation, à la compétition et à une bureaucratie aussi croissante, issue dans les grandes entreprises du capitalisme financier spéculatif, on est bien d'accord. Alors donc c'est tellement bloqué, le dialogue social de terrain, de proximité, ayant disparu au fil du temps, qu'on a effectivement ce paradoxe de voir des insatisfaits socio-économiques ne pas utiliser le périmètre de l'entreprise pour obtenir ce qu'ils veulent, mais remonter directement au président de la République. Alors j'aimerais savoir si vous partagez cette analyse, Jean-François Madieu. Oui, naturellement, c'est très simple. La conflictualité, c'est-à-dire le nombre de jours de grève, le fait qu'on puisse sur le lieu de travail, par exemple, exprimer son mécontentement, ce qui ne va pas, et c'est vrai que les sondages le montrent, bien sûr, sur plein de sujets, ça ne va pas, c'est tout simplement que ça n'est plus possible, en effet, depuis plusieurs années. Enfin, c'est pas que la grève soit interdite, c'est qu'elle ne marche pas, elle ne fonctionne pas. Quand il y en a, c'est pas forcément un succès. On a vu ce qui s'est passé pour la SNCF récemment pour sa réforme. Les organisations syndicales ont perdu beaucoup de terrain, puisque effectivement les Français leur font désormais moins confiance. Donc, conséquence, ça va s'exprimer à l'extérieur. Je voudrais quand même juste, ça vient d'être rappelé, corriger peut-être une impression qu'on pourrait avoir, c'est que dans les barrages et à la base, ou dans les porte-paroles, il s'agirait de femmes employées, d'hommes ouvriers. Quand même, on trouve beaucoup d'indépendants, de petits artisans, on trouve aussi beaucoup de retraités. C'est un point qui est assez important, bien sûr aussi quelques chômeurs, donc n'oubliez pas qu'il faut aussi être un peu disponible pour être sur les barrages. Ça explique aussi que le monde du travail est au travail par définition, donc là on va trouver d'autres catégories, et on y reviendra peut-être après. Je crois que pour bien comprendre tout ce qui se passe également en ce moment, justement des gens qu'on voyait peu d'ordinaire, et en particulier, j'espère qu'on y reviendra, des seniors et des retraités, seniors qui sont maltraités par le management d'aujourd'hui. Pour rester en tout cas pour l'instant dans le monde de l'entreprise au sens assez large, on parle bien sûr et des entreprises privées, des entreprises publiques. Lise Guignard, comment est-ce que vous expliquez, vous par exemple, que si on reprend les principales revendications des Gilets jaunes aujourd'hui, sont les questions de pouvoir d'achat. Quand on a un travail, a priori, si on veut obtenir une augmentation de son pouvoir d'achat, on va demander une augmentation de salaire. C'est le moyen qui semble le plus évident. Pour quelle raison est-ce que ces gens qui souffrent ne vont pas d'abord demander à leur patron, à leur encadrement, un meilleur salaire, ce qui aurait pour effet d'améliorer leur pouvoir d'achat? Parce qu'on leur donne pas. Ils demandent, hein. Les gens demandent, il y a l'état d'entretien, machin, annuel, etc. Il n'y a pas à espérer d'augmentation des revenus tant qu'il y a un chômage de masse. Un chômage de masse entretenu pour... déjà, c'est simple, les gens... Enfin, on assiste à une intensification très importante du travail parce que les gens qui partent à la retraite ou bien ceux qui s'en vont pour d'autres raisons ne sont pas remplacés. Donc les gens travaillent beaucoup plus, comme dit Donald Trump, pour une fois, et qui dit les entreprises n'ont jamais gagné autant d'argent qu'actuellement. Il a raison, puisqu'on supprime des emplois et quand les gens trouvent qu'ils ont trop de travail ou bien qu'ils tombent malades, parce qu'on dit qu'ils sont absents avec l'absentéisme, mais en fait ils sont absents parce qu'ils sont malades. Donc quand les gens tombent malades, ce qui est très bien montré dans plein d'études, l'augmentation des maladies professionnelles et pas reconnues comme professionnelles aussi. Quand les gens tombent malades, ils s'en vont, ils ne sont pas remplacés. De ce fait, il y a une intensification du travail. Si vous ne tenez pas le coup, mais tout le monde vous dit, mais on en a 1000 à votre place. On obtient une augmentation quand les patrons ne trouvent pas de salariés. Et encore, parce que dans l'hôtellerie, ils se plaignent beaucoup qu'ils ne trouvent pas de personnes à embaucher parce que c'est un travail terriblement difficile que seuls des très jeunes gens réussissent à tenir. Il y a d'ailleurs une étude très récente, Lise Guignard, qui va justement dans le sens de vos propos. Elle a été faite par le mutualiste Malakoff Médéric, qui fait le constat que près d'un salarié sur 4 renonce à un arrêt maladie qui lui a été prescrit. Et d'ailleurs, cette proportion, elle augmente au fur et à mesure qu'on progresse dans la hiérarchie de l'entreprise. Laurent Capelletti, qu'est-ce qu'on peut en dire justement de ce constat-là? C'est-à-dire, parce qu'à la fois votre étude, elle est sur le coût des arrêts de travail, enfin en tout cas le coût de l'absentéisme, voilà, qui est très fort, et en même temps on a une autre étude qui nous dit mais les gens se retiennent d'être absents. Est-ce que c'est contradictoire ou est-ce que ça dit la même chose? Non, parce que dans les symptômes en fait de cette inefficience sociale et économique en fait au travail, l'absentéisme n'est pas la seule conséquence. On a aussi en fait ce qu'on appelle le présentéisme, c'est-à-dire que les gens sont dans l'entreprise
entreprise, mais n'étant pas motivés, on ne s'occupe pas d'eux, donc ils sont en fait à une efficacité qui n'est pas la bonne, ils s'ennuient. Il y a aussi des éléments de ce type-là. Le deuxième argument, c'est que dans 80% des entreprises, en France, ce sont des PME. Donc, les PME, la plupart, quand on regarde à la fin de l'année, en fait, le résultat, dans le contexte économique actuel, n'est pas florissant. Donc, il y a un blocage, si vous voulez, des dirigeants de PME, mais qui se répercute pour d'autres raisons aussi, dans les grandes entreprises, mais ce ne sont pas les raisons économiques, on va dire. Et donc, spontanément, les dirigeants vont dire de toute façon on ne va pas discuter de salaire, on ne peut rien faire, on est bloqué, on est concurrencé. La digitalisation, la numérisation, nous on travaille beaucoup notre étude, 80% sont dans les territoires, fait peur, on a peur que l'entreprise disparaisse, que les métiers disparaissent, et donc il y a un blocage. Il y a une solution pour en sortir, c'est ce qu'on a fait avec l'absentéisme, mais on peut le faire également avec les autres éléments. Les signaux de cette insatisfaction sociale et économique, c'est de chiffrer les coûts de cela engendre pour montrer en fait aux dirigeants, notamment de PME, ceux qui ont besoin de ressources, leur montrer en fait ce que ça coûte de ne pas remettre un peu de dialogue social professionnel en entreprise, remettre des discussions pour leur faire percevoir ce que ça rapporterait en euros de le faire, car la satisfaction sociale, quand les personnes sont engagées et satisfaites de leur job, bien entendu que ça se passe mieux dans l'entreprise. Je précise qu'évidemment dans votre étude vous dites aussi que dans l'absentéisme il y a bien sûr un absentéisme qui est incompressible, c'est-à-dire par exemple on a l'épidémie de grippe qui va sans doute arriver bientôt, ça évidemment on ne peut pas l'éviter, on est malade, on ne peut pas aller au travail, mais il y a des causes qui sont liées au management et qui là peuvent expliquer ça. On est parti donc pour cette émission d'une hypothèse en se disant finalement est-ce que le malaise social qui s'exprime aujourd'hui à travers le mouvement des Gilets jaunes, ça n'est pas, alors pas seulement mais en tout cas pas en partie l'expression d'un malaise au travail. Est-ce que vous dites bah oui cette hypothèse c'est la bonne, ou bien non on se trompe de direction, Jean-François Magneux? En partie on va trouver les mêmes, mais vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, à partir du moment où dans un contexte de travail il n'est pas possible, compte tenu de la conjoncture sur le marché du travail, de la taille des entreprises, donc il n'est pas possible de se mobiliser par la grève. Dans ces conditions, donc une fois de plus, j'insiste, cette solution n'existe plus, elle est plus efficace. À partir de ce moment-là, on cherche d'autres moyens de le faire. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, ce qu'on sait dans les enquêtes, c'est que si vous voulez, les gens ont une très forte perception des inégalités. Les questions de salaire et de pouvoir d'achat sont toujours très importantes dans toutes les enquêtes. Les gens ont le sentiment dans les enquêtes qu'on ne reconnaît pas leur travail, il n'est pas rémunéré à sa juste valeur, etc. Donc les gens sont extrêmement sensibles à ce sujet. Et donc d'où le fait que toute politique ou toute mesure de l'exécutif qui viendrait donner le sentiment qu'on renforce des inégalités entre les ultra riches et les autres, évidemment, passe moins bien, parce que c'est quelque chose que dans les entreprises on a laissé se développer. Je parle de la rémunération des dirigeants, des packages, etc., qui depuis quelques années, on sait que ça a augmenté, que c'est évidemment mal perçu par les salariés, évidemment. Est-ce qu'on peut aussi voir, Jean-François Magneux, un signe d'une insatisfaction du travail que l'on fait? C'est-à-dire pas seulement sa rémunération, peut-être pas sa reconnaissance, mais le sens qu'on y met aussi derrière. Il y a par exemple un livre là qui a fait beaucoup parler ces derniers mois, qui est signé d'un anthropologue, alors je me souviens plus de sa nationalité, je crois qu'il est américain, mais j'en suis pas tout à fait sûr, c'est David Graeber, les bullshit jobs, c'est-à-dire les boulots qui ne servent à rien et qui viendraient accréditer la thèse que le sens du travail se perdrait de plus en plus. Oui, alors ça, bien sûr, c'est juste, et c'est vrai que, pour rejoindre ce que disait Laurent Capelletti tout à l'heure, c'est vrai que ça va beaucoup concerner d'ailleurs un certain nombre de jobs de cadres qui aujourd'hui, et de cadres qui se retrouvent dans cette situation, parce que, si vous voulez, pour les jobs moins qualifiés, de toute façon, c'était déjà, j'allais dire, une tannée au quotidien, donc ça ne change pas grand-chose. C'est surtout pour un certain nombre de cadres qui aujourd'hui vont se retrouver dans cette situation. Maintenant, le lien avec le mouvement actuel, là, me paraît pas du tout évident, parce que il faut quand même revenir à ce dont il s'agit au départ et même par la suite, qui est quand même essentiellement je dirais, un certain nombre de demandes qui s'expriment de façon très très claire et qui concernent des questions salariales, de pouvoir d'achat, et puis quelque chose aussi qui ressort très très bien et qui est très important dans l'opinion publique aujourd'hui, qui est très surprenant, c'est à quel point les gens sont convaincus que on maltraite les retraités et les seniors. Or, dans le management actuel, français en particulier, c'est vraiment très français. Il faut savoir qu'on ne recrute pas de seniors. Il y a 1 million de plus de 50 ans au chômage. Les entreprises font de l'agéisme forcené et ne valorisent que la jeunesse pour des raisons également de cadence, de productivité, pour que les gens ne soient pas absents justement, parce qu'il y a une corrélation entre quand même l'âge et l'absentéisme aujourd'hui. C'est parce que
évidemment, entre autres, mais du coup il y a on peut parler de jeunisme, d'agéisme comme vous voulez, et ça c'est vraiment dans les politiques des entreprises très important, et aujourd'hui c'est frappant de voir à quel point non seulement les gilets jaunes, mais l'ensemble de la population place au premier rang des demandes, vous vous rendez compte, au premier rang, le fait qu'on revalorise les retraites aujourd'hui, ce qui est incroyable. Alors effectivement, il y a les retraites, mais il y a le cas des seniors au travail, et je trouve qu'il y a un exemple très intéressant justement dans le cadre de ce mouvement des gilets jaunes qui est incarné par un monsieur qui s'appelle Jean-François Barnaba. Alors lui il fait partie du milieu des gilets jaunes, c'est un fonctionnaire territorial, il a 62 ans, il est sans mission depuis 10 ans, alors beaucoup sur les réseaux sociaux ont relevé le fait qu'il gagnait, je crois que c'est 2600 € net, je crois que c'est ça, en disant mais comment c'est possible, quelqu'un qui ne travaille pas et qui gagne aussi bien sa vie, qui fait partie des gilets jaunes, mais est-ce que ça ne révèle pas plutôt finalement ce cas-là, Lise Gagnard, le fait qu'aujourd'hui effectivement à partir de 50 ans on a du mal à trouver sa place dans l'entreprise privée, mais également dans la fonction publique, et que alors ça participerait justement de cette perte du sens au travail qui pourrait, même si Jean-François Mathieu nous dit que le lien n'est pas si évident que ça, mais en tout cas qui pourrait expliquer aussi ce mouvement des gilets jaunes. Oui, alors je trouve un peu déplacé de prendre comme exemple quelqu'un qui gagne 2600 € sans travailler. Enfin, c'est un petit peu compliqué d'appliquer ça aux gilets jaunes, hein, même si... Oui, mais enfin, il le fait pas exprès. Il est placé dans cette situation. J'entends bien, mais enfin, le bore-out, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. En tout cas, pardonnez-moi, juste pour terminer sur cette parenthèse, oui. C'est quelque chose qui n'existe pas, à votre avis. On sait bien qu'il y a des gens qui se retrouvent placardisés. Bien entendu, ça existe. Oui. Ça existe, évidemment. Mais ça peut pas être très agréable à vivre, quand même. Bien entendu, nous sommes tout à fait d'accord et toutes les études le montrent. Ne pas avoir de travail est pire que d'avoir un peu trop de travail. Mais là, le problème, c'est que les gens l'immense majorité des gens ont beaucoup trop de travail dans leur emploi, hein, et même d'ailleurs en dehors. Mais ce que je veux dire à propos de pourquoi ils font pas grève, c'est parce qu'une grève, ça se décide. Ça se décide avec des appareils, des syndicats, des partis, etc. Là, ça s'est pas décidé. C'est tout seul. Ça a surpris tout le monde, aussi bien les militants, les syndicalistes, etc., qui ont d'abord été un petit peu méfiants, hein, les intellectuels disaient quelle horreur, hein. Et même les militants, les intellectuels militants, tout le monde a mis beaucoup de temps, pas autant de temps que le gouvernement, mais quand même beaucoup de temps à réagir et à s'apercevoir qu'il s'agissait d'un soulèvement populaire à propos des revenus au départ. Mais maintenant, on voit bien que par la sociologie des gens qui sont sur les ronds-points, ou qui se mettent en avant sur Facebook, qu'il s'agit d'une population de travailleurs de base. Et quand Joël Hamon a fait cet entretien, cet mini-entretien sur le rond-point, on a 2 caristes. Évidemment, statistiquement, c'est pas valable. Mais il n'empêche que les caristes, hein, c'est tous les gens qui vous font vos courses à votre place, là, et soit qui vous les envoient après au poste, soit que vous venez chercher en voiture, c'est un métier épouvantable. Il y a eu un envoyé spécial là-dessus, je pense qu'il y a eu les pieds sur terre aussi. C'est catastrophique. Et là, on assiste. Avant, on avait tenu par les syndicats, etc., les partis, une demande de compassion. On demandait au patronat d'être compassionnel. Les gens souffrent, les gens ont mal, etc. Une demande de compassion qui tombait plouf, qui avait beaucoup de succès auprès de la population, puisque le compassionnel, c'est ce qui marche le mieux, au fond, mais qui n'avait aucun résultat. Est-ce que c'est pas de la considération c'est une demande de justice. Ouais. Et de considération aussi, peut-être, non, Lise Gagnard? Est-ce que cette demande de considération qui s'exprime justement dans le mouvement des Gilets jaunes, elle n'est pas aussi forte justement aujourd'hui dans le monde de l'entreprise? J'ai vu que justement ça fait partie des éléments que vous pointez, Laurent Capelletti, pour expliquer donc ce fort absentéisme lié à des défauts de management, et dans les défauts du management, il y a ce manque de considération. Tout à fait. Alors, bon, déjà, il y a un autre paradoxe aussi qui est de dire que aujourd'hui en France, il y a du chômage qui concerne majoritairement des personnes non qualifiées, mais que par ailleurs, il y a 400 000 emplois non pourvus. Ben, ça, c'est pour remettre dans le contexte, qui est aussi pour nous un signe de difficulté de management et d'attractivité. Hein. Alors, dans le management, quand on dit management, nous on dit quoi? On dit dialogue autour de quoi? Et c'est ça le vrai, donc je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est pas de la compassion, c'est du dialogue professionnel, de l'écoute autour des conditions de travail, de l'organisation du travail, le sens, les objectifs, les carrières, la formation. On se rend compte que la formation professionnelle est en déshérence, en réalité, dans les pays qui s'en sortent mieux que nous au niveau climat social, etc. Les populations qualifiées sont 2 fois plus nombreuses qu'en France. Les ouvriers français sont 2 fois moins qualifiés que les ouvriers scandinaves, allemands, etc. Et il y a donc effectivement ce sens, cette considération. En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'occuper d'eux, s'occuper des personnes un peu, expliquer, et ça marche dans les 2 sens. Nous sommes frappés dans nos études avec le professeur Saval sur le fait que des dirigeants disent bah oui, mais ils ne se rendent pas compte
Moi, les contraintes que j'ai, la bureaucratie, l'angoisse, à la fin, dans 80% des cas, c'est ça. C'est quand même ça. Dans 20% des cas, grandes entreprises, etc., ce sont d'autres problématiques. Il y a aussi l'inefficience sociale, mais pour d'autres raisons. Dans 80% des cas, on dit personne, mais pourquoi vous n'expliquez pas, vous, vos contraintes? Et pourquoi vous n'écoutez pas les contraintes des personnes? C'est ce blocage-là qu'il faut faire sauter. Comment? C'est pour ça que nous, on pense par la communication, par des émissions de ce type-là, par des travaux, et par le chiffrage. Montrer qu'au bout du compte, tout ceci, en fait, a un coût dans les entreprises qui, par agrégation, se retrouvent dans le PIB. L'absentéisme, vous l'avez vu, 108 milliards. Un tiers serait réductible par une amélioration du dialogue social et du management. Ça fait 30 milliards par an. De quoi redonner de la croissance, du pouvoir d'achat, etc. Ce qui peut être un argument qui effectivement peut parler, peut-être notamment voilà, au monde de... Je me permets de rajouter juste un point. Donc, est-ce que il y a, pour nous, si vous voulez, ce que révèlent nos études, mais après on peut être d'accord ou pas, donc je vais employer un gros mot, si vous êtes d'accord. Donc, je suis d'accord. Bon, je vous remercie. Donc, la dichotomie, vie privée, vie au travail, vie en société, est une imposture. C'est-à-dire qu'on porte toujours un peu de sa satisfaction, de sa insatisfaction quelque part. Donc, dans l'insatisfaction sociale actuelle, de notre point de vue, compte tenu des observations qu'on a faites, il y a un peu, pas tout, mais il y a un peu aussi de l'insatisfaction dans le monde du travail. C'est pour ça que régler cette question est extrêmement importante. Jean-François Magneux. Oui, je voulais rebondir sur ce que vous disiez à l'instant sur le fait que si on pouvait prouver, enfin c'est ce que vous dites aux employeurs, faites en sorte que les gens soient engagés, qu'ils soient mieux, reconnaissez-le, etc. Améliorez votre management et puis vous serez plus performant économiquement, vous aurez moins d'absentéisme, etc. Donc au fond apporter des preuves, des évidences. Et je voudrais revenir sur ça parce que c'est un point important à mon avis dans le mouvement qui est actuel. C'est est-ce que dans les politiques publiques, dans le management, à la fois celui des entreprises et celui des pouvoirs publics, donc la décision publique, est-ce que le décideur s'est appuyé sur de véritables évidences scientifiques, comme on dit, est-ce que c'est de l'evidence-based policy making ou de management, c'est-à-dire est-ce que ceux qui décident, non mais c'est important, ceux qui décident, est-ce que c'est fondé, est-ce qu'il y a des évidences ou pas? Je vais prendre deux exemples pour que vous voyez. Le 80 km/h a été un élément qui a énervé beaucoup de monde dans les Gilets jaunes. Au départ, il faut quand même s'en souvenir. Or, c'est très simple. Quel est le problème? Le président de la République, constatant les difficultés de mise en œuvre, dit écoutez, je comprends que vous ne soyez pas content. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en place et puis on évaluera. Là, à nouveau, même chose pour la question de l'ISF. Or, j'entends des représentants de Gilets jaunes qui, sur le terrain, disent on n'est pas des imbéciles, nous ne sommes pas des analphabètes, nous avons, nous aussi, de la connaissance. Elle est partagée sur Internet, elle peut exister sur le terrain. Donc ce que je veux vous dire, c'est que les deux exemples que j'ai pris, le 80 km/h, c'est un exemple intéressant. Le dernier sur l'ISF, c'est pareil. C'est-à-dire que la France est en retard dans le management public et privé par rapport aux Américains, par exemple, et aux Anglais, beaucoup. Aussi bien dans les firmes que pour le management public, on est en retard dans une démarche qui est simple, c'est que quand on décide quelque chose, on ne le décide pas par idéologie, en se disant je décide, je verrai après, je tire d'abord, je verrai après. Non, on décide parce qu'on a fait avant. On s'est mis d'accord avec tout le monde sur le fait que, scientifiquement parlant, c'est la meilleure solution, on le démontre. Mais ça veut dire, oui, mais ça heurte les gens, Et justement, Jean-François Magneux, même si, alors du coup, j'ai bien compris que vous ne faites pas forcément une corrélation entre ce qui se passe dans le monde de l'entreprise et ce qui se passe dans le monde social et politique, on va dire aujourd'hui, mais en tout cas, finalement, en tout cas, les stigmates sont identiques. Comment est-ce que vous l'expliquez? C'est-à-dire, comment est-ce que vous expliquez qu'on retrouve peut-être les mêmes critiques d'un mauvais management, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans le monde politique? Ça serait quoi? Il y aurait une spécificité française autour de ça? Oui, alors déjà, par exemple, dans l'exemple que j'ai pris, du fait que soit le décideur public comme nos entreprises ont des pratiques parfois archaïques, agissent par idéologie et pas en choisissant les meilleures solutions, économiquement c'est absurde. Et dans les entreprises, comme Laurent le disait très bien, c'est absurde, et dans la décision publique. Donc on pourrait faire beaucoup mieux. Et les gens sont heurtés par ça, c'est un point important. Deuxièmement, je voudrais dire aussi que sur le dialogue social, puisqu'on a beaucoup parlé, la marginalisation des acteurs sociaux, des organisations syndicales, qu'on trouve chez beaucoup de managers, en particulier jeunes et pas formés, on va la retrouver également au sein de l'exécutif ou auprès de certains parlementaires. Donc ça, c'est un problème qu'on voit aujourd'hui. Enfin, je voudrais prendre un dernier point parce que c'est un facteur déclenchant de la crise, c'est actuel, c'est des erreurs grossières que nous, on dira n'importe quel étudiant de ne pas faire dans la communication, c'est-à-dire les petites phrases qui vont être blessantes pour les gens. Tout le monde s'est senti méprisé par un certain nombre de phrases. Nous, on explique à nos étudiants de ne jamais faire ça. Dans votre rapport pour l'Institut Sapiens, Laurent Capelletti, je reviens tout de suite vers vous, Alice Gagnard. Vous parlez de l'utilisation anachronique des vieux modèles de Taylor et de Weber dans le management justement aujourd'hui. Oui, alors l'explication, si vous voulez, on a cherché la cause racine en fait mais pourquoi est-ce que spontanément, naturellement en fait, un dialogue social de proximité
qui n'est pas compliqué quand on le dit en fait. Ça a l'air assez simple, c'est périodiquement le dirigeant avec son équipe, qu'il soit 3, 5, 12, discute des conditions de travail, donne des perspectives et on se met d'accord en fait sur un plan social et économique de ce type. Bon, ce n'est pas fait. Alors c'est pas fait parce que d'après notre étude avec le professeur Saval, c'est que soit dans énormément d'entreprises, puisque n'oublions pas 80% des entreprises, les dirigeants, les managers n'ont pas de formation en management. Ils se retrouvent en fait à diriger le patron de BTP, le pharmacien qui est une pharmacie de 10 personnes, l'architecte, le notaire, le restaurateur, etc. En fait, n'a pas les bases. Il y a des bases quand même, hein. Ça ne se fait pas naturellement, la preuve. Donc il y a des bases à voir qu'il n'a pas. Et dans un autre cas, c'est l'application en fait des vieux modèles qu'on connaît bien avec Jean-François, c'est-à-dire de Taylor, Fayol et Weber. On appelle ça le virus TFW. Vous voyez, une deuxième grossièreté que je me permets de dire. C'est le management fait par la procédure, désincarné. Et ça marche d'autant mieux qu'on est dans un capitalisme effectivement financier. Ça correspond bien au capitalisme financier, alors que si on est dans un capitalisme plus socialement responsable sur le terrain, on aurait besoin d'un management de négociation. Les personnes que vous avez croisées à la faveur de vos chroniques, justement Lise Guignard, elles témoignent de ces problèmes qu'on est en train d'évoquer ce soir. Oui, bien sûr qu'elles témoignent de ça. Plus précisément, plutôt qu'une perte de sens, comme on disait tout à l'heure, elles se plaignent, elles montrent une perte de confiance. Aucune personne que j'ai rencontrée, bien sûr, je ne rencontre que les gens qui vont mal. Hein. Donc il y a un biais. Mais enfin, visiblement sur les ronds-points, il y a aussi des gens qui le disent. Il y a une perte de confiance dans le management, mais surtout dans les modes de production. On voit, c'est d'évidence en ce moment, entre les scandales du Levothyrox, du Valsartan, des implants, de Lactalis, de l'alimentation contaminée du bétail, les produits toxiques dans les produits de dialyse, etc. Plus personne ne peut vous dire droit dans les yeux que dans son travail, au cours du travail qu'il a effectué dans son emploi, il n'a pas truqué des statistiques, truqué des échanges de produits, dépasser les normes, etc. et ensuite falsifier des documents. Plus personne ne peut vous dire ça. Et le problème, c'est que plus personne ne peut se trouver protégé de ça. Quand après on trouve des métaux lourds dans les cheveux des gens, c'est les travailleurs qui les ont mis. C'est pas, ça n'arrive pas du ciel. Les gens qui travaillent participent à des modes de production qui sont difficiles à contrôler. Puisqu'on met des contrôles numériques, et les contrôles numériques, il suffit de savoir se servir du numérique pour que les contrôles numériques, le diesel l'a largement montré, et puis on n'est pas au bout de... parce que ça a commencé par Volkswagen, mais bon... Et vous diriez du coup, Lise Guignard, que cette perte de confiance dans le monde du travail, elle peut aussi avoir une traduction politique ? Bien entendu, quand Macron a dit oui, ils ont cru qu'on leur avait fait une entourloupe avec la suspension. Évidemment qu'ils ont cru ça, je veux dire, parce que actuellement, eux, ils en font des entourloupes. Je veux dire, sur les plateaux téléphoniques, les gens passent beaucoup de temps à faire des ventes forcées. Et ils ont des phrases toutes faites, ils ne doivent jamais déroger de phrases pré-inscrites sur des écrans, et pour justement faire des nudges, comme on appelle ça, c'est-à-dire mettre les pieds dans la porte et puis paf, forcer les ventes, baisser les dédommagements des sinistres dans les assurances, etc. Les gens font ça. Les gens qui sont sur les ronds-points, c'est ça qu'ils font comme travail pour beaucoup d'entre eux. Alors Jean-François Mathieu, bien sûr qu'on dit perte de sens, mais c'est une perte de confiance qu'on voit bien. Ils ne veulent plus des appareils, ils veulent plus de personnes. Perte de confiance, donc justement. Ils se méfient de tout. Pardonnez-moi, Lise Guignard, juste pour rester effectivement sur ce parallèle, voilà, toujours qu'on essaie d'observer ce soir, c'est-à-dire perte de confiance dans l'entreprise, perte de confiance dans le politique. Jean-François Amadieu, on pourrait même aussi parler des questions d'autorité, peut-être aussi, ou d'autoritarisme. On voit bien que ce sont les mêmes mots qui sont utilisés en tout cas. Tout le monde est atteint par cette perte de confiance, et je rejoins tout à fait ce que vous venez de dire de façon paradoxale, parce que chacun y participe lui-même, en effet, c'est très juste de le rappeler, mais au fond tout le monde est tellement averti du problème qu'effectivement, mais alors ça concerne, on le sait, les politiques, aussi les organisations syndicales, je répète, aujourd'hui à peu près il y a plus de 30% de gens qui font confiance, donc c'est vraiment très atteint, bien sûr les journalistes et d'autres encore, donc ça c'est un point important. Alors paradoxalement, les petits patrons sortent indemnes de cette perte de confiance, alors c'est à peu près le seul cas où finalement ils s'en sortent, mais pour le reste, d'ailleurs c'était un sujet de l'université du MEDEF, je crois, il y a 2 ans, qui portait sur ce thème, donc tout le monde en avait. Et la France, il faut savoir que par comparaison internationale, la France culmine, est vraiment à un extrême quant à cette perte de confiance à l'égard des grandes entreprises, par exemple. C'est vraiment, c'est terrible, on fait pas du tout confiance aux patrons, ça c'est absolument évident aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que pour remettre de la confiance dans la société, Laurent Capelletti, il faut en remettre dans le monde de l'entreprise?
entreprise, et comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait davantage de confiance? Vous posez une excellente question. Alors, vous allez répondre et vous n'avez pas ce qu'on a observé voilà, avec sur les 2000 entreprises, c'est sur plusieurs années hein, avec le professeur Saval, donc c'est que déjà il y a un fait qui est l'entreprise, l'organisation, c'est un lieu de négociation sociale, c'est un espace qui aujourd'hui n'est pas suffisamment utilisé. Il y a également, ensuite, si on veut améliorer la situation, il y a bien sûr l'espace méso-économique, les syndicats, etc. Et puis, il y a bien sûr l'espace macro, l'État, etc. Mais cet espace micro au cœur des entreprises d'organisation est à réinvestir. Comment? Alors, j'ai donné des solutions pratiques que nous donnons donc avec l'ISEOR et nos équipes du CNAM, qui sont, et ce qu'on a fait pour l'Institut Sapiens, qui sont de chiffrer, montrer aux dirigeants, aux managers, que le management, leur faire prendre conscience que le management dialoguant, socialement efficace, qu'ils ne pratiquent pas, a un coût énorme et qu'ils pourraient gagner, améliorer à la fois le social et l'économique si les gens en pratiquent. Deuxièmement, c'est le centre de votre question, bien entendu les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. Et en premier lieu, sur ce qui lui appartient, le secteur public. Car ce qu'on n'a pas dit, c'est que cette insatisfaction sociale est aussi très forte dans le domaine public. Les chiffres, par exemple, de l'absentéisme sont 75% plus élevés dans le secteur public que dans le secteur privé. Donc l'État a un rôle à jouer en justement mettant en œuvre ce type de management avec du dialogue dans le secteur qui lui incombe et en incitant ces modes de management avec accompagnés par les syndicats et de dirigeants et les syndicats de tout court pour que ça se mette en place dans les organisations. Juste une toute dernière question du coup, Jean-François Madieu, est-ce que l'État aujourd'hui a une doctrine en matière de management et si oui, comment est-ce qu'on pourrait la définir en une minute? S'agissant du management des entreprises, je rappelle que le président de la République en campagne présidentielle avait dit que le management français était nul. Donc je suis pas sûr qu'à l'époque il était très critique. Bon, je dis pas non plus qu'il est génial ce soir. Voilà, non, je dis pas qu'il est génial, mais enfin bon, non, mais je rappelle. Alors, et s'agissant de la façon de manager en général, aujourd'hui, dire qu'il y a une doctrine, non, je crois pas qu'on pourrait conclure de cette manière. Si, peut-être sur quelques points qu'on a évoqués tout à l'heure, par exemple, très clairement, la marginalisation des organisations syndicales, qui est une politique menée délibérément jusqu'à aujourd'hui, qui pose vraiment problème. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Jean-François Amadieu, je rappelle votre livre, le livre noir des DRH. DRH, le livre noir, c'est plutôt dans ce sens-là. Merci Laurent Cabelletti. On peut voir l'étude de l'Institut Sapiens assez facilement. On l'a mis en tout cas sur notre site. Et puis merci à vous Lise Guignard, Chronique du travail aliéné, un livre que vous aviez publié aux éditions de Une. J'en profite aussi pour remercier nos camarades de France Bleu Touraine qui assuraient le duplex ce soir. Merci également à l'équipe du Grain, Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Letour, Antoine Dulster, Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Peyret.